l'habitude de dire que je suis géographe et que c'est mon seul parti. Être géographe, mais aujourd'hui la notion de géographie a changé. Elle est beaucoup moins large que lorsque nous-mêmes faisions nos études, car c'est un champ disciplinaire qui touche tous les domaines. Je dirais qu'elle manque déjà. Elle manque déjà. La question, elle est déjà posée depuis longtemps. Disons que nous maintenons un approvisionnement en eau aux populations au biais d'artifices, mais j'ai le souvenir que lorsque j'étais enfant dans le pays de l'Orient, comme sur les îles, toutes les maisons avaient leurs citernes. Dans nos sociétés actuelles, nous consommons énormément d'eau. Elle coule si facilement au robinet, et comme je le dis souvent, un habitant urbain qui prend une douche ne se pose pas la question de savoir d'où vient l'eau qu'il consomme à ce moment-là. Inéluctablement, la question de l'appropriation de cette richesse se trouve posée. Alors, nous y allons, qu'aujourd'hui nous sommes dans une société marchande, où seule la lecture économiste prévaut, et l'eau, justement, est un bien qui connaît une marchandisation de plus en plus forcée. Nous risquons de perpétuer ce système jusqu'à aller dans le mur. Actuellement, on estime que sur la Bretagne, c'est l'équivalent de 10,4 milliards de mètres cubes qui tombent sous forme de pluie et qui retournent à la mer. Donc, si nous ne captons pas ces 10 milliards et demi de mètres cubes au cours de leur transit à la surface du sol, c'est une ressource qui est perdue. La vitesse à laquelle l'eau percole dans des sols granitiques, c'est très très lent, c'est 1,5 mm à 3 mm par an. Donc quand on attaque des nappes profondes, on est sur des nappes d'eau qui remontent avant même notre ère. Le traditionnel climat breton d'influence océanique est devenu une sorte d'image du passé. Nous sommes dans d'autres systèmes pluviométriques et hydriques et on a du mal encore à les cerner. Avec surtout des rythmes de pluviométrie ou de pluviosité, qui vont être très différents selon les saisons et qui s'annoncent par des phénomènes beaucoup plus brutaux. Et on le sait bien, des précipitations brutales ne sont pas celles qui rechargent plus facilement les nappes. En fait, notre consommation est à peine en équilibre avec ce qui tombe. Puisqu'on estime, les travaux des hydrologues notamment, ont montré que l'eau qui tombait sur le plus éloigné bassin versant, à la source du plus éloigné bassin versant qui existe en Bretagne, c'est-à-dire le Haut-Meux, le fleuve le plus long, lorsqu'il arrive, cette eau arrive à la mer, il y a 50 ans elle mettait 8 jours, maintenant elle met 3 jours pour effectuer ce trajet. Assurément, le maillage du tissu bocager était un élément important de retenue de cette eau pluviale. Mais il y avait derrière tout un système avec les talus bien sûr, les systèmes arborés, les fossés, les noues, les petites réserves, tout un système donc qui naturellement, mais aussi par l'action de l'homme, parce que je pense aussi aux prairies humides, était institué pour faire que l'eau reste le plus longtemps possible en circulation à la surface du sol. Et aujourd'hui, on a perdu tout ça. C'était toutes les sociétés anciennes qui avaient un lien à la nature beaucoup plus fort que celui que nous avons, qui respectaient la nature. Parce que dans ces sociétés, on savait l'importance vitale de l'eau. L'habitat était dispersé en Bretagne parce qu'il y avait de l'eau partout. C'est vrai. Mais de l'eau en petite quantité, à un moment où les usages étaient parcimonieux. On ne se pose pas la question de sa pérennité, on se pose la question simplement de sa disponibilité. Nous avons des moyens incommensurables de détruire le milieu dans lequel nous vivons. On a une science qui fonctionne pour elle-même, qui trouvera toujours une réponse aux dysfonctionnements qu'elle génère elle-même. Et la réponse n'entraînera d'autres dysfonctionnements encore plus graves, et ainsi de suite. C'est une course à l'échalote. Quand il considère que nous ne sommes pas les princes souverains du monde, si vous voulez reprendre l'expression, oui, d'accord, il a raison. Les politiciens
ne sont absolument pas des guides, ce sont des opportunistes, hein, avant toute chose, qui fonctionnent sur du court terme. Comme tous ces biens vitaux sur Terre, malheureusement, on est dans des logiques de financiarisation. On a mis en place des systèmes donc, de collecte, des réservoirs, d'interconnexion, et ça a été assurément un réel progrès. Mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher et ça pose des problèmes d'inégalité spatiale pour les populations. De l'égalité, en fait, du rapport ville-campagne. Mais qui ne dérange pas grand monde puisqu'elle est source de profit pour les entreprises qui gèrent et auxquelles sont déléguées ces fonctions d'approvisionnement en eau. Donc, qui a intérêt à casser le système? Quand je vois les métropoles rennaises, nantaises, brestoises, mais aussi les grandes conurbations de Sud-Bretagne se développer sans fin, je me dis jusqu'où est-ce rationnel? Je pose la question de la déconcentration et de la déresponsabilisation des habitants qui vivent dans ces agglomérations, de la précarité de cette ressource en eau. L'interconnexion les a déconnectés de cette réalité-là. Donc la Bretagne, assurément, risque de voir des populations nombreuses arriver, de se densifier, et se trouvera encore un peu plus posée d'une grande acuité cette question de fournir à ces populations nouvelles ces biens élémentaires. À partir de la COP 15 de Copenhague, les grandes puissances financières qui guident la planète ont demandé aux gens du GIEC de mettre la pédale douce sur leurs prévisions pour ne pas effrayer le client. Il y a des conséquences qui vont être terribles, et notamment sur une partie de la Bretagne, c'est tout le bassin rennais. Le débit de la Vilaine à Arzal en été n'est ni plus ni moins que l'équivalent des eaux rejetées par l'agglomération rennaise. Bon, comment l'agglomération rennaise va-t-elle pouvoir assumer son approvisionnement en eau? Il y a des territoires comme le littoral nord de la Bretagne, certaines zones du littoral sud, dans les zones rétro-littorales, ont des capacités en eau qui sont supérieures. Et donc pourquoi ne pas concevoir les implantations et diriger les implantations de populations nouvelles vers ces territoires plutôt que vers Rennes, Nantes et la côte? Cet État français, il a une vision centraliste, unicitaire, avec un modèle qui s'applique partout de la même manière. C'est un système lourd et qui n'est pas réactif par rapport aux besoins du terrain. On est dans des recentralisations politiciennes, on n'est plus du tout dans cette délégation vers le citoyen de la définition de son avenir. Quand je pose la question, moi, de l'adaptation à la contrainte climatique, je pose nécessairement la question qui va en parallèle d'une gestion intégrée du milieu par les populations elles-mêmes. Et cette gestion intégrée, quand on touche la complexité, ne peut se faire qu'à des niveaux locaux. Alors ça n'empêche pas les agences de bassin de définir des orientations, mais ça responsabilise localement les populations aux contraintes qu'elles ont à gérer. Moi je reste persuadé que la méthanisation, ça reste un bon élément de réponse sur le plan énergétique, à condition effectivement de ne pas tomber dans les travers de ce système industriel aujourd'hui que sont devenus ces grands méthaniseurs fermiers qui ne sont là que pour une notion de rentabilité financière. C'est toujours les logiques d'économie d'échelle, de grands machins, qui ne profitent qu'à quelques-uns au détriment et des hommes et de l'environnement. Première question environnementale, reconstituer et d'urgence notre maillage bocager avec forêt linéaire. Ça peut aller vite. On a mis 20 ans pour détruire nos talus, on peut très bien, en 20 ans, les reconstituer sans problème avec les moyens actuels. C'est pas par hasard que les pays du Sahel recréent des grands programmes de replantation, de ceinture verte, pour recréer le cycle court de précipitation et évapotranspiration. Faisons tout pour limiter l'écoulement de l'eau rapide vers la mer. Déjà, on gagnera énormément.
La deuxième grosse mesure, c'est stopper les concentrations humaines et mieux répartir les populations sur le territoire, de façon à ce qu'elles soient en adéquation avec la ressource et responsabilisées par rapport à cette ressource. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça suppose, pour mener à bien une telle politique, qu'il y ait une autonomie politique justement de la région et qu'elle ait capacité normative à définir des règles.